Bonjour à tous, merci de vous être connectés si nombreux. Aujourd'hui, on est là réunis pour vous présenter donc un comptoir Octo sur la démocratisation de l'IA en action. Donc moi, je m'appelle Jean-Baptiste Laroffi, je suis consultant data chez Octo et en particulier, donc j'ai coécrit un article avec Ming Li prénommé Comment structurer vos équipes et démocratiser l'intelligence artificielle au sein de votre organisation. Et aujourd'hui, lors de la démonstration, je prendrai le rôle d'un citizen data scientist. Bonjour à tous, je m'appelle Mingli Gridel, je suis directrice data science chez Data Robot et j'ai coécrit l'article dont JB fait mention. Aujourd'hui, lors du jeu de rôle, je prendrai le rôle du data scientist. Bonjour à tous, je suis Anouk, consultante data chez Octo Technologies. Je participe à des missions de développement et mise en production d'outils de data analyse et de data science. Et aujourd'hui, je prendrai le rôle de la responsable métier, futur product owner. Bonjour à tous, moi c'est Baïdir. Je suis data scientist chez Data Robot, donc au quotidien j'aide les entreprises à tester, à développer leur cas d'usage grâce à notre plateforme et puis à les mettre en production pour que ces entreprises puissent générer de la valeur grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, donc, je jouerai le rôle du data et du machine learning engineer pour vous. Super, donc comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, on va vous faire un rapide retour justement sur l'article qu'on a écrit en particulier pour vous donner notre point de vue sur la façon dont structurer vos équipes pardon, pour réussir des projets d'intelligence artificielle, notamment grâce à la démocratisation. Démocratisation qu'on mettra en action en suivant autour du développement d'un cas d'usage dans le domaine de l'immobilier avec une petite équipe pluridisciplinaire sur la plateforme Data Robot. Donc, notre constat, c'est que effectivement, malgré un intérêt grandissant pour l'intelligence artificielle dans les entreprises, un grand nombre d'initiatives restent encore à l'état expérimental. Trop peu passent finalement en production. Et ce qu'on observe aussi dans le même temps, c'est que beaucoup d'entreprises, du coup, ont recruté des data scientists et les ont centralisés au sein d'une même équipe. Et donc, du coup, on crée vraiment un pôle d'excellence de data scientists qui se retrouvent, eux, aujourd'hui, face à une diversité de sujets beaucoup trop importante et peut-être un peu esselée. Ce qui les met dans différentes situations qui sont peut-être responsables de ces échecs. Donc, à titre d'exemple, on va vous en citer trois. Un premier exemple, ça peut être justement, donc malgré les data scientists développent une solution qui théoriquement et techniquement est fiable, mais sans intégrer finalement d'utilisateurs finaux et d'experts métiers, on se retrouve avec une solution qui est incompatible avec la réalité opérationnelle, la réalité du terrain, qui est parfois complexe, qui vise parfois à intégrer des processus métiers critiques. Donc, les solutions, finalement, ne peuvent pas prendre en compte toutes les subtilités de ces processus cibles. Une deuxième situation qu'on peut remarquer, c'est finalement comment voulez-vous que des utilisateurs finaux acceptent un système qu'on leur impose avec lequel ils n'ont pas défini finalement les modalités d'un contrat de confiance. Donc, il est vraiment important donc, pour minimiser ce risque de non-adoption d'intégrer des utilisateurs finaux dès la phase de design du modèle pour qu'ils puissent participer à la conception du modèle, à l'évaluation, en comprendre les différents biais et différentes spécificités. Et puis, en dernier lieu, effectivement, quand aujourd'hui on met un système en production dans une entreprise, vous savez bien qu'on doit se partager les responsabilités selon dans les différentes fonctions de l'entreprise. Et donc, trop souvent, on oublie que sans intégrer tous ces acteurs qui se partageront les responsabilités dès la phase de design pour qu'ils puissent justement, dès le début du projet, commencer à réfléchir à ce partage de responsabilités, ce partage-là sera impossible si on le décide au moment de la mise en production. Donc, le cas vraiment typique qu'on rencontre, c'est le data scientist qui va voir l'IT et qui dit, voilà, j'ai développé ce modèle, il fonctionne super bien, est-ce que vous pourriez me le mettre en production? Et donc, en général, il fait face à des réticences, typiquement pour des problèmes de standard IT, de compatibilité avec les bonnes pratiques de l'IT ou tout simplement les processus de l'IT. Donc finalement, une des solutions pour éviter de se retrouver dans ces cas de figure, c'est de construire des équipes pluridisciplinaires qui, dès la phase de conception, vont travailler ensemble en mode agile autour de la conception d'un produit qui embarque de l'intelligence artificielle. Donc, à quoi pourraient ressembler ces équipes-là?
Donc, vous allez potentiellement reconnaître des rôles que vous avez déjà dans votre entreprise, d'autres peut-être que vous voulez recruter. Mais voici un peu un éventail non exhaustif des rôles qu'on peut retrouver autour d'un projet d'IA qui fonctionne. Donc, on retrouve des data engineers. Donc, les data engineers, ceux qui sont responsables de la construction de pipelines de données durables, reproductibles, pour mettre à disposition des données d'une qualité suffisante aux data scientists qui, eux, avec leurs connaissances théoriques, explorent, analysent les données à l'aide de méthodes mathématiques et statistiques pour construire des modèles performants. On va retrouver aussi des UX designers. Eux, ce sont les gens qui vont être responsables de designer l'expérience des utilisateurs finaux pour construire des produits qui sont utilisables, ergonomiques et utiles aussi. On va retrouver aussi des machine learning engineers. Donc, les machine learning engineers, ça va être vraiment des gens qui sont responsables de l'industrialisation des modèles de machine learning sous la gouverne des bonnes pratiques MLOps, dans le respect des bonnes pratiques MLOps pour typiquement monitorer, automatiser et réentraîner les modèles. On va aussi avoir des product owners qui sont là pour infuser la culture produit dans le développement du projet. On va retrouver des business domain experts qui, eux, seront garants vraiment des enjeux business qui apporteront leur expertise métier pour résoudre les problèmes. Dans les entreprises les plus avancées et qui traitent des sujets très différenciants, on peut retrouver aussi des research scientists qui font vraiment une veille permanente de toutes les innovations et l'état de l'art autour de l'intelligence artificielle pour restituer ça aux équipes de data scientists. Des data analysts qui, eux, produisent plus des analyses souvent assistées par la technologie, mais qui communiquent sur le projet auprès des métiers, qui créent différents dashboards aussi pour mettre en valeur le projet. Un rôle très important qui est le rôle de social ethicist qu'on ne va pas retrouver aussi dans toutes les entreprises, mais qui commence à se démocratiser, qui sont vraiment un rôle où le but, c'est de réfléchir aux impacts éthiques des modèles, justifier l'impartialité et surtout essayer de prévenir tout type de biais qui sont intégrés dans les processus de machine learning, dans les modèles de machine learning. Donc, on parle de responsible AI. Et pour finir, aussi des IT engineers, donc, qui, eux, vont être les fournisseurs et garants de l'infrastructure, des ressources computationnelles ou même de la sécurité des environnements. On peut aussi imaginer d'autres rôles qui gravitent autour, typiquement autour du data ownership, etc. Ningli, peut-être que ça t'évoque quelque chose ? Oui, merci JB. Donc, avec cette grande équipe, dorénavant, on est capable de mener des projets d'intelligence artificielle jusqu'au bout. Donc, on a résolu les problèmes autour des projets. Mais en fait, ça va soulever d'autres problèmes plutôt au niveau de l'organisation, au niveau de l'entreprise. Il y en a un qui saute aux yeux tout de suite, c'est que ça demande un investissement conséquent. Pour avoir cette grande équipe de 10 personnes ou plus, il y a un coût d'entrée avant de faire ces premiers projets d'intelligence artificielle. Le deuxième problème qui va être soulevé, c'est que cette squad qu'on voit ici va nous permettre d'avancer sur un projet d'intelligence artificielle. Mais si on a une roadmap de projet qui est assez conséquente, en fait, on a du mal à passer à l'échelle parce qu'il faut la dupliquer, cette équipe, pour faire plusieurs projets. Donc, comment on va résoudre ces problèmes qui sont dorénavant au niveau de l'organisation ? Face à la première problématique qui est l'investissement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est essayer d'intégrer des profils qui sont un peu moins experts et notamment d'avoir une personne qui va prendre plusieurs de ces rôles. Et donc, ça, on va le faire grâce à la démocratisation que vous allez voir en action prochainement. Maintenant, pour le deuxième souci qui est comment on essaye de passer à l'échelle, eh bien pour ça, on va proposer d'être outillé et de pouvoir passer sur de l'accélération et notamment de la standardisation des projets. Donc, on s'avance maintenant vers cette stratégie de démocratisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la démocratisation, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. C'est vraiment une stratégie d'entreprise. Ça ne peut pas être fait dans un coin par une petite équipe. Il faut qu'il y ait une volonté de l'ensemble de l'organisation pour y aller. Et donc, il va falloir mettre un cadre aussi pour ces profils non experts qui vont faire de la data science. Ces profils-là, ils ont un nom. On les appelle des citizen data scientists. Donc, la première chose à faire pour ces citizen data scientists, c'est de leur fournir un cadre qui est approprié pour qu'ils évitent de faire des erreurs et qu'ils puissent avancer proprement. Donc, dans ce cadre, on va vouloir notamment instaurer une communauté data
dans laquelle des experts data scientists, des citizens, enfin toutes les personnes qui gravitent autour des projets d'intelligence artificielle vont pouvoir échanger sur des bonnes pratiques, se poser des questions, etc. pour faire avancer les projets au mieux. On va aussi vouloir instaurer une gouvernance qui est dédiée aux projets de data science et ainsi que fournir des formations pour tous les niveaux, aussi bien pour les experts que pour les citizen data scientists, pour qu'ils puissent évoluer et s'améliorer sur l'ensemble des projets. Donc ça, c'est un petit peu le cadre à mettre en place pour s'assurer que tout fonctionne bien au niveau de nos nouvelles équipes. Mais pour cela, il va aussi falloir permettre à ces citizen data scientists d'être bien équipés. Et notamment, on va vouloir les équiper avec une plateforme d'intelligence artificielle qui doit avoir certains ingrédients pour s'assurer du succès des projets. Donc, quelques ingrédients. On veut que la plateforme ait un espace collaboratif entre nos experts data scientists et nos citizens. Du coup, comme on a ces différents profils, il faut que cette plateforme, on puisse interagir avec elle à travers du code, par exemple du Python, du R ou autre, pour nos data scientists, mais aussi pour ces citizen data scientists qui ne codent pas, on veut aussi pouvoir interagir avec du clic-bouton. Tout ceci doit suivre ce que nous, on a nommé une data science didactique. C'est-à-dire qu'il faut que les projets, on puisse les faire facilement, il faut que la plateforme soit facile d'utilisation, qu'on puisse être guidé au cours du projet. Enfin, pour ceux d'entre vous qui sont data scientists dans l'audience, vous savez qu'il y a possibilité de faire de nombreuses erreurs lors d'un projet. Donc, cette plateforme doit intégrer des garde-fous, peut-être détecter le target leakage, ce genre de choses, pour éviter à nos citizen data scientists de faire des erreurs et que les modèles qu'ils produisent à la fin soient pleins de soucis. Et enfin, donc, un dernier point qu'on a rajouté et qui va vraiment dépendre de l'entreprise, mais qu'on pense qui est assez important, c'est éviter une plateforme avec du vendor lock-in. Donc ça veut dire notamment se garder une certaine flexibilité lors du développement des IA. Par exemple, on veut que nos data scientists puissent continuer à coder en Python, en R, en Java, que nos citizens puissent être accompagnés dans la plateforme. Donc, avoir vraiment une flexibilité et une diversité d'approches de développement qui est différente. Mais malgré toute cette diversité qui est la richesse de l'entreprise, en termes de la mise en production et donc de ce qu'on appelle le MLOps, à ce niveau-là, par contre, on veut avoir quelque chose de standardisé avec une gouvernance. Donc, de cette façon-là, on va avoir un environnement qui nous permet cette flexibilité, cette standardisation. Et pour s'absoudre aussi du vendor lock-in, idéalement, ce qu'on souhaite, c'est que si on veut sortir de cette plateforme, si on ne souhaite plus avoir de licence, eh bien, on veut pouvoir réembarquer avec nous, garder la propriété intellectuelle de l'ensemble des IA qui sont en production ou qui ont été créées. Donc, dorénavant, maintenant que vous avez vu un petit peu comment passer au-delà des problématiques projets et des problématiques d'entreprise, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer la démocratisation en action lors d'un jeu de rôle. Et donc, lors de ce jeu de rôle, notamment, vous allez voir qu'on rentrera dans le jeu de rôle si on a notre caméra allumée. Effectivement. Donc, dans un premier temps, je vais laisser justement Anouk, notre responsable métier et product owner en Herbe, nous présenter son besoin métier qui nous réunit aujourd'hui tous autour de cette initiative. Oui, merci JB. Donc, en effet, je vais commencer par une rapide description de la société Zippy House et les enjeux actuels. Alors, Zippy House, c'est une société d'investissement dans l'immobilier. Le concept, c'est d'acheter des biens immobiliers, puis ensuite de les revendre à un prix plus élevé. La société, à la base, est française, puis on s'est exporté en 2016 aux États-Unis. Alors, à l'heure actuelle, un des gros atouts de Zippy House, c'est la capacité de nos experts en immobilier à trouver de bonnes affaires et notamment à aller chercher directement sur le site de vente en ligne les biens intéressants. Et cette méthode demande une grosse connaissance du marché et aussi une bonne expertise. Et c'est ça aussi le deuxième gros atout de Zippy House, c'est qu'à partir de la description de la maison dans l'annonce de vente et parfois de visite sur place, les experts estiment le prix du bien.
Et si le prix de vente proposé dans l'offre est inférieur au prix estimé, alors c'est signe que la maison peut être une bonne affaire dans laquelle investir. Alors maintenant, nous, chez Zippy House, on aimerait aller un petit peu plus loin et on aimerait mettre de l'innovation, d'introduire de l'IA dans nos process. C'est-à-dire que j'aimerais qu'à partir des caractéristiques d'un bien, un programme de data science puisse fournir à nos experts immobiliers l'estimation du prix de vente. Et ce serait pour nos experts un outil d'aide à la décision. Cet outil permettra de gagner en réactivité, mais aussi de capitaliser sur l'historique, puisqu'il va se baser sur les précédentes ventes des Zippy House, et aussi de se démarquer un petit peu de la concurrence. Donc, pour l'instant, on va développer un MVP. Donc, on a choisi de développer ce POC sur le comté de l'Utah, en Amérique, dans lequel on a pas mal d'historique de vente. On a 3 ans d'historique et une équipe d'agents avec pas mal de seniorité. Le déploiement du programme sur l'ensemble du réseau dépendra de la réussite ou non de ce MVP. J'ai déterminé 4 facteurs de succès. Donc d'abord, le gain de temps dans la prise de décision de nos experts, puis la fiabilité du modèle, c'est-à-dire à quel point le modèle est précis dans sa prédiction, puis aussi, in fine, l'effet positif sur le chiffre d'affaires de Zippy House. Et pour finir, très important, le fait de maintenir la confiance auprès de nos agents, c'est-à-dire qu'on va développer un outil d'aide à la décision qui va les guider et les accompagner. Donc, pour ça, je vais faire appel à JB, que j'ai recruté récemment. Il est data analyst chez Zippy House, mais il est aussi pas mal intéressé pour monter en compétence sur la data science. Et je pense qu'il pourra m'aider sur ce projet. Avec plaisir, Anouk. J'accepte le challenge. Et justement, pour nous aider, si on veut lancer ce projet, dans un premier temps, il va nous falloir des données. Du coup, chez Zippy House, on a Beidir qui est data engineer, qui s'occupe du coup de mettre à disposition des pipelines de données durables et de qualité. Donc, je propose qu'on lui demande aujourd'hui si justement on a bien l'historique de nos ventes et ce qu'on a comme données qui pourrait nous mettre à disposition pour commencer le projet. Salut Beidir. Salut JB. Ça marche, je vais regarder tout ça. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'on a déjà pas mal de données sur les maisons. Donc, bien évidemment, la taille de la maison et la taille du terrain, mais également des données telles que le nombre de salles de bain ou le nombre de chambres. Et ce que je peux voir également, c'est qu'on va pouvoir y ajouter la photo des maisons et leur géolocalisation. Donc, ce que je te propose, c'est que je collecte toutes ces données, je les mette sous la forme d'un seul jeu de données et puis que je te partage ça sur l'AI Catalogue. Merci Beidir. Ouais, du coup, Anouk, c'est bon, Beidir, j'ai vu qu'il m'avait laissé un commentaire, donc il nous a partagé des données là dans l'AI Catalogue. Visiblement, ce qu'il me dit, c'est qu'il a bien les infos des maisons, il a pu ajouter du coup les données de géolocalisation et les photos des maisons. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on crée un projet et qu'on démarre dès maintenant la première itération de notre produit. OK. Donc, du coup, j'ai lancé le projet là. Donc là, on est encore juste dans la phase d'exploration. Peut-être qu'on va juste valider ensemble que ça paraît cohérent, comme ça tu vas voir un peu les données qu'on a à dispo. Donc du coup, on a bien le prix, donc ce qu'on va chercher à expliquer par différentes variables explicatives. Donc sur le prix, on est sur en gros 50% des maisons qui coûtent moins de 350 000 $, 50% qui comptent plus, et à peu près 5 700 maisons vendues. Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Ouais, c'est ce que j'avais en tête. En fait, on est chez Zippy House, on investit pas mal sur des maisons type standard, familiales, donc aux alentours de 600 000 $. Ok, super. Alors après, on a vraiment, donc on a pas mal de caractéristiques du genre le nombre de chambres, la taille du garage, la taille de la maison aussi ou le style de toit. Je pense qu'il est assez intéressant, c'est qu'on a, si on peut regarder ensemble si la répartition est bonne, mais on a la localisation. Donc ce qu'on voit ici, c'est que plus le point est clair, en fait, plus on a vendu de maisons dans cette zone. Est-ce que par rapport au comté, ça te semble cohérent sur nos… Oui, tout à fait. Je reconnais bien le quartier qui est assez dynamique dans la capitale de l'Utah. C'est vachement attractif et on a fait pas mal de ventes dans ce quartier-là. Super. Et aussi, j'avais demandé à Bézir de mettre les photos
Tu peux me montrer? Ouais, on les a bien, du coup, la house image, on a bien l'ensemble des... On a pas mal de photos de maison. Donc, normalement, elle devrait être prise en compte. Bah, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on lance le modèle. Donc, bah, je vais lancer ça et puis on va commencer à explorer les résultats. Donc, du coup, Anouk, quelques heures plus tard, j'ai bien lancé l'ensemble des modèles. Donc, ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'il y a eu une compétition à peu près de 70 modèles qui se sont confrontés et qui ont tenté d'être les meilleurs sur une métrique de performance, hein, qui est la déviance gamma. Donc, finalement, le modèle qui a remporté la compétition, c'est un gradient boosting. Donc, pour te montrer un petit peu ce que fait ce modèle-là, en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, je voulais te rassurer sur le fait qu'il va bien prendre en compte les variables catégorielles et numériques qu'on a, mais il va aussi prendre en compte du coup les variables géospatiales, les images et même le texte libre, puisqu'on on a pas mal de zones de texte libre dans les annonces avec en particulier la description des équipements disponibles dans la maison. Oui, c'est bien, ça prend en compte pas mal de caractéristiques, donc ça, c'est cool. Après, est-ce que c'est possible de savoir quelles sont du coup les variables qui influent le plus sur la prédiction? Oui, bien sûr. Du coup, les variables qui influent le plus dans la prédiction, donc le top 3, en fait, ça va être la position géographique, la taille de la maison et la taille du jardin. Ça te Ouais. paraît cohérent? Ça, c'est vraiment les trois variables que les agents regardent en premier pour faire leur estimation, donc en effet, c'est cohérent. Ok, super. Et donc, finalement, on a aussi d'autres variables qui sont prises en compte, hein, comme la photo de la maison, qui marche plutôt bien, l'année de construction, le type d'équipement et le fait qu'il y ait une école à proximité. Ok, top. Et d'ailleurs, pour la photo de la maison, il faut quand même qu'on vérifie ce qui est pris en compte sur les images. Donc, tu vois, la zone éclaircie là, sur les images, c'est bien la zone qui a été prise en compte dans l'image pour contribuer au modèle. Donc, on voit bien que ce sont les bâtisses qui sont éclaircies. Donc, ça, c'est plutôt un bon point. Ouais, je vois que le programme, il fait vraiment un focus sur l'esthétique de la maison. Après, j'aimerais savoir si les piscines sont prises en compte. C'est une bonne question. Donc, on va voir. Effectivement, là, tu vois, effectivement, on voit un point d'eau. Là aussi, on a le point d'eau. Donc, oui, les points d'eau sont pris en compte quand il y en a. Là aussi, on a le point d'eau. Donc, les piscines sont bien détectées en plus de la bâtisse. Mais de toute façon, vu qu'on a des variables, vu que les piscines sont en général listées dans les équipements, le modèle a aussi automatiquement catégorisé une variable pour prendre en compte les piscines. Mais en plus, dans l'image, elles sont prises en compte. Ok, top. Donc ça, c'est cool. Après, il y a un point super important, est-ce que je peux avoir confiance au modèle? Enfin, en tout cas, est-ce que tu peux me donner une erreur moyenne de combien le modèle peut se tromper dans ses prédictions? J'ai vraiment besoin de savoir ça pour pouvoir communiquer certains chiffres sur la fiabilité du modèle auprès de la direction. Ah, bien sûr. Alors ça, là-dessus, tu vois, moi, je suis encore un peu débutant, donc je ne voudrais pas justement te dire de bêtises. Donc, je propose de convier Mingli, tu sais, notre data scientist en chef dans l'entreprise qui travaillait surtout sur des sujets marketing jusque-là, qui va venir nous expliquer un peu comment on gère pour l'évaluation. Et puis, comme ça, je deviendrai de plus en plus autonome. Salut, Mingli. Salut JB et Anouk. Salut. On va regarder un petit peu la performance de notre modèle. Donc là, JP, ce que je te propose, c'est qu'on regarde peut-être une autre métrique de précision. La MAPE, c'est le pourcentage d'erreur moyen et on pourra avoir une erreur un peu plus interprétable. Donc, au regard de cette erreur, je trouve qu'elle est assez élevée. C'est une erreur qui est assez haute, mais peut-être qu'elle s'explique de par le cas d'usage que vous faites. On essaye de prédire le prix des maisons, c'est ça? Oui. Donc, du coup, dans ce type de cas d'usage, en effet, il est possible qu'il y ait des maisons qui coûtent extrêmement cher, peut-être des hôtels particuliers à plusieurs millions. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle des outliers dans notre jeu de données. Et peut-être que l'erreur qui est sur ces outliers est tellement importante qu'on se retrouve avec une erreur moyenne qui est très, très grande. Donc, ce qu'on va faire, c'est descendre un petit peu plus dans l'analyse de précision de ce modèle. En effet, on peut regarder le lift chart.
Donc, ce qu'on voit ici sur le lift chart, c'est que finalement, ici, on voit en moyenne la prédiction et le prix moyen pour nos maisons. Donc, les deux courbes sont très proches pour la plupart de nos maisons. Donc, ce que ça veut dire, c'est que finalement, ce modèle, il prédit assez bien, notamment pour les maisons avec un prix basse, voire presque jusqu'au 80% de nos maisons sont bien prédites. Donc, ça me rassure plutôt. Et ça m'indique plutôt qu'on va avoir des prédictions fausses sur nos outliers qui sont des maisons extrêmement chères. JB, est-ce que tu as le résidu pour chacune des maisons? Oui, bien sûr. Super. Alors, Oui, en là, on a effet, ce que je vois ici, c'est par exemple, on a une maison à peu près 17 millions de dollars. On en a d'autres, une autre à 14 millions. L'erreur, d'ailleurs, est extrêmement importante ici. Donc, on a vraiment des outliers dans notre jeu de données ici qui pourraient expliquer l'erreur importante. Anouk, peut-être, c'est quoi la stratégie de Zippy House sur ce comté? Est-ce qu'on se concentre sur l'achat de grandes maisons ou on a une autre stratégie? Non, c'était à l'époque où en effet on a pu acheter des hôtels. Mais à l'heure actuelle, on se concentre vraiment sur les maisons plutôt standards, des maisons familiales. Donc des maisons en dessous de 1 million d'euros. Ok. Bah, alors, si la stratégie de l'entreprise, c'est plutôt de se concentrer sur ce type de maison, moi, je vous propose d'itérer sur un nouveau projet et de retirer ces outliers de notre jeu de données pour que les modèles se concentrent sur les bonnes maisons. Là, ce qu'on voit quand même, c'est en effet le résidu moyen, donc l'erreur moyenne sur ce jeu de données, c'est 17 000 dollars. Anouk, est-ce que cette erreur te paraît convenable ou pas? Bah, pas vraiment, parce que, en fait, pour être honnête, à l'heure actuelle, sans l'intervention de l'intelligence artificielle, l'erreur moyenne dans l'estimation du prix de vente faite par nos agents est de 15 000 dollars. Donc, en fait, on s'est dit avec la direction que le modèle apporterait une vraie valeur ajoutée seulement si on tombe au-dessous d'une erreur de 12 000. Donc, je pense qu'il faut essayer d'améliorer encore un petit peu plus le modèle. Génial. Du coup, ce que je propose, c'est justement de revoir avec Baydir pour potentiellement supprimer les outliers. Parce que d'ailleurs, salut Baydir. Du coup, ouais, effectivement, on a discuté avec Mingli. On a un petit problème parce qu'on a des maisons qui coûtent très cher et qui viennent biaiser un peu notre modèle de prédictif. En plus, tu vois, c'était signifié qu'on a des outliers sur le prix, même le nombre de salles de bain. Je pense que tout ça est corrélé. Est-ce que tu voudrais bien, du coup, nous préparer un jeu de données en supprimant les outliers? Salut JB. Ouais, pas de souci. Partage-moi le projet. Je regarde où sont les outliers. Et ce que je fais, c'est que je prépare une seconde version du jeu de données et je te le partage sur l'AI catalogue. Et comme ça, tu peux relancer un projet. Génial. Merci, Baydir. Merci à toi. Du coup, quelques jours plus tard, on a donc… salut Anouk, donc c'est bon, en fait, Baydir a changé le jeu de données, j'ai relancé tous les modèles. Et donc, voici maintenant, là, on s'intéressait justement aux résidus. Je pense qu'on n'a pas besoin de refaire intervenir Mingli. Donc déjà, en fait, on est passé sur une erreur de 7800. C'est en dessous de… Enfin, c'est donc mieux que tes attentes. Tu vois, on a vachement augmenté aussi le R carré. Qui est une mesure de fiabilité. On a gagné 0,3 points dessus. Donc, si finalement c'est comment dire, une mesure qui te satisfait en termes de fiabilité, je te propose justement qu'on reconvive Baydir pour pouvoir déployer le modèle et que tu puisses l'utiliser en fait. Ouais, ok. Oui, je suis rassurée sur la fiabilité. On peut commencer à déployer. Super. Après, on pourra toujours, de toute façon, continuer à travailler pour l'améliorer, mais je pense que c'est déjà bien, effectivement, de tester ce premier MVP. Du coup, Baydir, si tu peux nous montrer comment on déploie le modèle, parce que moi, ça, je ne l'ai encore jamais fait. Ouais, pas de souci. Salut JB. Salut Anouk. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, j'ai bien le nouveau projet qui a été partagé avec ce modèle donc, qui est beaucoup plus performant. Et donc, pour moi, c'est très facile de te le déployer, Anouk. Regarde.
Tu vois, je vais dans cet onglet, Predict, Deploy. Et puis là, j'ai juste à cliquer sur Deploy Model. Et puis, je vais pouvoir déployer le modèle et te le mettre à disposition. Tu as des questions sur ce processus? Bah, en effet, ouais, je me posais une petite question. Je me demandais si le modèle était capable de s'adapter aux variations des conditions du marché. Donc, par exemple, avec la crise du Covid, on a vu qu'au cours des 2 dernières années, le prix moyen des maisons en milieu rural avait explosé. Donc, comment le modèle peut réagir à ça? Ah, c'est une très bonne question. Bah, je vais le déployer puis je vais te montrer. Donc, une fois que le modèle est déployé, en fait, il se retrouve dans ce tableau de bord où, comme tu peux le voir, en fait, j'ai j'ai tous les modèles de l'entreprise. Et en fait, je peux suivre en temps réel les performances de ces modèles qui ont été déployés. Donc, premièrement, une métrique de service health, donc savoir si ton modèle donne bien des prédictions aux personnes qui en demandent. Et puis ensuite, des choses donc, plus dans ce que tu m'avais demandé, donc tel que le data drift, donc la dérivation des données, la dérive des données, pardon, et puis la performance du modèle que je vais pouvoir suivre. Donc moi, ça c'est en temps réel, je vais le suivre pour toi et puis je vais t'informer s'il y a des problèmes. Si on rentre plus en détail donc dans un modèle qui était similaire, tel qu'on avait essayé de prédire également le prix des terrains, pour que tu aies une idée de comment ça se passe. Donc, si je rentre dans ce modèle-là, tu vas voir déjà, premièrement, que tu auras une gouvernance complète du modèle. Donc, je vais être capable de savoir qui a accès à ce modèle, qui a le droit de le remplacer. Et donc, ensemble, on va définir tous ces droits aux utilisateurs pour être sûr, pour assurer la gouvernance du modèle. Et donc, plus particulièrement sur la dérive des données, en fait, on est capable de mesurer ici la dérive des données. Donc, en fait, ça va être la différence entre les prix qu'on est en train de rencontrer quand on essaye d'avoir des prédictions par rapport aux données qu'on a reçues pour l'entraînement. Donc là, par exemple, tu vois, au niveau du prix, on a quelques différences. Et donc, si on a des grandes différences, en fait, on va pouvoir définir des seuils ensemble. Donc, je te propose qu'on fasse ça, on définit nos seuils. Et ensuite, moi, je vais être averti si donc cette dérive des données va passer de être saine à en risque ou si elle va être carrément à un très haut risque, donc en rouge failing. Et donc, moi, je vais être averti et puis ensuite, je vais pouvoir tout simplement inviter JB ou Mingli pour qu'on puisse regarder le modèle et puis parler des solutions telles que typiquement le réentraînement. Ok, super. Et maintenant, une autre question, mais plus pratico-pratique. Comment je fais pour faire mes prédictions? Comment j'utilise le modèle? Moi, j'aimerais bien mettre à disposition des agents une interface qui soit assez didactique, assez intuitive. Ouais, non, tu as raison. En fait, tu vois, là, le déploiement qui est là, c'est la première étape. Ensuite, moi, je vais créer une application à partir de ce déploiement. Ça va me prendre quelques heures. Je te la partage dès qu'elle est prête, où tu vas pouvoir justement voir quelques informations sur le modèle et puis faire tes prédictions. Donc, je crée l'application et je te la partage. Ok, super, merci. Merci Anouk. Ouais, donc du coup, Vaïdir m'a partagé l'application, on pourra la modifier un peu si on souhaite. Donc en fait, voici l'interface que tu vas pouvoir. Après, c'est pour un MVP, hein, mais voici l'interface que tu vas pouvoir mettre à disposition de tes agents immobiliers. Donc en fait, tu auras deux moyens de faire des prédictions, soit de la prédiction un peu par lot, on va dire. Donc je pourrais t'aider à préparer des fichiers Excel qui ressemblent aux fichiers qui nous ont servi à l'apprentissage, donc avec toutes les caractéristiques des maisons. Si on charge un fichier Excel ici, ça pourra nous faire un lot de prédictions et on pourra observer du coup les estimations réalisées par le modèle. Donc ça, c'est une manière, mais sinon, après, une façon peut-être un peu plus dynamique au quotidien qu'ils peuvent utiliser, c'est cette interface-là, en fait, où ils utilisent, donc ils ont finalement un petit formulaire pour remplir les caractéristiques des maisons. Donc moi, je vais le remplir avec des indicateurs moyens. Une fois que donc ils ont rempli toutes les caractéristiques de la maison, ils peuvent donc générer une prédiction à la volée. Donc là, tu vois, ils se retrouvent, là, cette maison-là, du coup, coûte 291 000 $. Donc, ils retrouvent ici tous les facteurs d'explicabilité donc, qui jouent positivement ou négativement sur le prix. Et donc là, en fait, finalement, moi, ce que j'avais compris, alors déjà, dans un premier temps, peut-être qu'ils auront envie de
pour faire plus confiance à l'outil, de jouer un peu avec. Donc, ils pourront modifier à la volée des variables. Mais aussi, j'avais compris que parfois, vous achetez des appartements, vous réalisez quelques travaux pour les revendre. Donc, ce genre de scénario, vous pouvez aussi les simuler, du coup, donc, pour les deux raisons. Là, ici, donc, j'ai fait cette prédiction, donc je suis intéressé par cette opportunité. J'ajoute un scénario et je viens dire, OK, bah, mettons, imaginons, finalement, j'agrandis la maison de 100 mètres carrés, je rajoute une salle de bain, du coup, et je rajoute une chambre. Qu'est-ce que ça donne? Bah, je me retrouve du coup avec un nouveau prix. Donc là, tu vois, on était à 291 000 et là, je suis plutôt à 350 000 $. Donc, j'ai gagné 60 000 $ en faisant ces petits travaux-là. Mais donc, ça permet aussi bien de faire ce type de scénario comme de finalement jouer en faisant varier les variables pour bien comprendre comment le modèle réagit. Ça te convient Ouais, ben, écoute, super, merci beaucoup JB. Je vais mettre cette application dans les mains de nos bêta-testeurs et puis je te ferai un retour. Merci beaucoup. Génial, bah, merci à toi. Euh, Donc, pour finir rapidement, et pour avoir le temps peut-être d'échanger avec vous si vous avez des questions, ce qu'on peut retenir de cette présentation, c'est bah, déjà l'émergence du rôle du Citizen Data Scientist qui joue un rôle clé dans ce dispositif pluridisciplinaire, donc qui fait vraiment office de passerelle entre les experts data d'un côté qu'on a sollicité de façon très ciblés sur des problématiques d'expertise en particulier, et les experts métiers qu'on a gardés au quotidien pour les avoir au plus proche et construire du coup un modèle et une application qui convient déjà dans un premier temps à leurs besoins. Donc du coup, la démocratisation à travers une plateforme, bah, c'est aussi un moyen d'augmenter les capacités analytiques de collaborateurs orientés business, donc dont moi qui aujourd'hui ai quand même pu manipuler et faire de la data science, je rêvais de faire depuis la fin de mes études. Et je pense qu'en manipulant de plus en plus, bah, je vais pouvoir devenir, disons, je vais pouvoir peut-être me révéler et devenir de plus en plus aussi plus data scientist que citizen. Et puis peut-être aussi un dernier takeaway, c'est qu'en assez peu d'itérations et peu de temps, on a quand même créé un premier produit qui permet de répondre dans un premier temps aux besoins. Mais si on veut vraiment, finalement, si ce MVP fait ses preuves, on pourrait tout à fait imaginer réaliser du coup un produit beaucoup plus spécifique qui puisse être utilisé pour coller parfaitement au processus métier, en capitalisant sur tous ces modèles qu'on a construits dans la plateforme, qu'on pourrait maintenir dans le produit, mais en sollicitant d'autres profils qu'on vous a présentés tout à l'heure, comme des UX designers ou d'autres types de profils, aussi des développeurs qui viendraient donc construire une application particulière pour répondre à ce besoin métier tout en capitalisant sur les modèles qu'on a construits. Donc, merci à tous et toutes. Et puis, si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Alors, déjà, merci à tous. Oui, Christophe, j'ai une petite question pour vous. Je voudrais que vous me disiez en fait la part de code et de paramétrage pour construire la démo que vous nous avez présentée aujourd'hui en fait. Alors, je laisserai peut-être Baïdir préciser après, mais en tout cas, de notre côté, sur la partie Citizen, on n'a absolument pas, là, on n'a pas eu besoin d'utiliser du code. On aurait pu peut-être en utiliser pour aller encore plus loin dans le fine-tuning des modèles, mais étant donné qu'on a atteint le bon niveau de fiabilité, nous, on n'a pas eu besoin de coder une seule ligne de code. De mon côté non plus, pour assurer les opérations de préparation des données, j'ai juste utilisé les fonctionnalités de DataRobot pour ce qui est de faire, de joindre les datasets ensemble et puis d'enlever les outliers. Donc, pas de code de mon côté non plus sur ça. Alors, je ne vais pas forcément monopoliser la parole. Du coup, j'avais une deuxième question. Là, vous nous avez proposé donc une organisation où vous aviez 4 intervenants qui représentent globalement les 4 entités qui gravitent autour du projet et de votre projet. Est-ce que c'est le type d'organisation que vous voyez aujourd'hui chez vos clients ou est-ce que aujourd'hui, certains de ces rôles, en fait, ne sont pas encore effectifs. En termes d'organisation autour de la création des modèles, qu'est-ce que vous observez chez vos clients? Je vais peut-être répondre à celle-ci. Donc, les 3 rôles, celui d'Anouk, l'expert métier, le data engineer et le citizen, eux, ils sont clés.
Quand il y a de la démocratisation, on les voit tout le temps. Le rôle du data scientist, donc celui que je jouais, qui va venir pour évaluer, ça va vraiment dépendre de l'entreprise. Donc, par exemple, moi, avant, je travaillais en Asie, il y avait des organisations qui n'avaient pas de data scientist. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est un rôle qui est plus optionnel. Souvent, ce que je voyais, c'est qu'ils étaient peut-être remplacés par d'autres départements. Par exemple, dans des banques ou des assurances, il y avait un département de validation, d'évaluation dans les risques. Et c'est ces validateurs-là qui venaient après le Citizen Data Scientist pour réévaluer les modèles, les tester avant de les approuver et qu'ils aillent en production. Il y a un rôle qu'on n'a pas joué, qui est aussi très important, c'est le rôle de l'exécutif. Ces projets, ils sont en général menés à bien quand il y a quelqu'un du top management qui supervise le projet d'un peu plus haut, qui s'assure d'enlever les bloqueurs lorsqu'il y en a ou pas. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est en général pour tous les projets data science, pas juste ceux de la démocratisation. Donc, c'est plutôt les choses supplémentaires qu'on peut voir, mais la mise en… le jeu de rôle qu'on a fait, ça retranscrit plutôt ce qu'on voit lorsqu'on a des équipes de démocratisation. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, parfaitement, merci. Merci, Manu. Bonjour, c'est Gilles. Merci. Vous m'entendez? Oui. Merci à tous pour votre préparation, présentation et jeu de rôle. Moi, j'ai une petite question peut-être de détail, je ne sais pas, mais on a vu 70 modèles en compétition. On a vu un modèle qui touche à beaucoup de types de données différentes. Comment se passe la création de ces modèles? Enfin, c'est peut-être là le nerf de la guerre, c'est que ce ne sont pas des modèles qui préexistent comme ça. Pour les développer, il faut des interactions entre beaucoup de gens et beaucoup d'énergie, j'imagine, et beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si j'ai compris le sens de la question, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces modèles-là ont été construits dans la plateforme. C'est proposé ils ont été construits par vraiment des machine learning engineers et des research scientists sur la plateforme. Donc, du coup, ils sont mis à disposition des utilisateurs directement. Et effectivement, c'est des modèles, en fait, aujourd'hui, qui se basent sur l'état de l'art, mais qui viennent, en plus, rajouter toutes les bonnes pratiques, du feature engineering automatique, de la réconciliation de plusieurs types de modèles. Donc, c'est des modèles, effectivement, très évolués et qui sont à peu près tous différents et qu'on peut tous plus ou moins fine-tuner selon notre besoin, notre connaissance aussi des modèles en particulier, et qui sont documentés aussi. D'accord. Okay, Gilles, la question, c'est l'ellipse qu'on a fait, c'est-à-dire quand JB, il a dit on va commencer le projet et qu'après on a vu les 70 modèles, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu entre les deux, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire, mais oui, c'est ça, et c'est ça pour n'importe quel business case, c'est-à-dire que j'imagine que ces modèles-là, où il y a de la vidéo, il y a de la vidéo. Moi, si j'ai des données aujourd'hui, je n'ai pas de vidéo, et par contre, j'ai un cas particulier. Et je ne suis pas sûr qu'on trouve facilement, quand on est data scientist citizen, les modèles qui vont bien s'adapter à mon cas d'usage. Ok. Peut-être pour répondre, en fait, la façon dont ça marche, on l'a fait un petit peu vite, mais il y avait un bouton Start ou Démarrer. JB a dit, je veux prédire le prix, voilà l'image des maisons, etc. Il clique sur Démarrer et en fait, vraiment, entre le moment où il présente les 70 modèles et le moment où il a cliqué sur Démarrer, JB n'a absolument rien fait. La plateforme, c'est pour ça qu'on parle de garde-fou, d'une plateforme qui accompagne les Citizen Data Scientists. Elle va scanner les données et elle va sélectionner ici 70 modèles qu'elle va entraîner sur le jeu de données. Elle va s'occuper de toute la préparation des données qu'on a vues. Et donc ça, c'est vraiment c'est la plateforme qui s'en occupe entièrement. Et bien sûr, les modèles qui sont sélectionnés, les algorithmes qui sont sélectionnés derrière, sont faits de façon appropriée par rapport au jeu de données et ce qu'on essaye de prédire. De sorte qu'on évite d'utiliser un algorithme qui n'est pas adapté au cas d'usage qu'on essaye de faire. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas montré. C'est qu'en fait, on n'a rien fait. Ok, entendu. Merci. Et peut-être une deuxième, c'est quel est le modèle de prix, en fait, ou de licensing de la plateforme, si vous pouvez en parler.
Alors, Ça, peut-être, je vous laisserai voir. Je vous redirigerai vers mes collègues. D'accord. Il n'y a pas de souci, on pourra vous répondre. Mmh. Mais D'accord. peut-être pas sur un webinaire qui est enregistré. Donc, D'accord. Ouais. peut-être laisser une minute s'il y a d'autres questions. C'est vrai qu'il est 10 heures et que peut-être certains devront partir en réunion. Et du coup, si le sujet de la démocratisation vous intéresse, hein, je fais un petit peu ma pub. Vous tapez démocratisation IA Octo dans votre barre de recherche Google et vous tomberez sur l'article qu'on a coécrit avec Mingli où on rentre beaucoup plus en détail dans ce qu'on vous a présenté, euh, surtout sur la première partie. Donc, typiquement, on va aussi expliquer les interactions entre les différents rôles, donc aller plus en détail sur pas mal de points. Donc, si ça aussi, le sujet vous intéresse, prenez ce petit temps de lecture, ce sera avec plaisir d'avoir aussi vos retours. Super, merci beaucoup à tous d'être venus et d'avoir vu un petit peu notre jeu de rôle. On s'est beaucoup amusé à le faire. Et n'hésitez pas, je vois qu'il y a un petit pôle quiz si vous voulez nous faire des retours. Très bonne journée à tous.